Mardi 17 octobre 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous. Tout de suite, on était des informations de ce jour. Page politique pour commencer. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte aujourd'hui. Durant 60 jours, durée de cette deuxième session ordinaire, les parlementaires discuteront et examineront le budget de l'État pour l'année prochaine. Face aux divergences d'opinion autour du processus électoral, la présidente de l'Assemblée nationale a appelé au calme et à l'arrêt de conflit lors de son discours d'aujourd'hui. Cependant, elle a souligné que seul le peuple malagasy a le dernier mot pour exprimer son choix par le biais de l'élection. L'association AFF ou Anjfoot Chawani Fapanchsoun est allée à la rencontre de la population dans le cadre de la campagne électorale du candidat numéro 3 Anjradzwil hier à Mboïmangarouf, Mboïmangakel et à la Sour. Mis à part les caravanes de sensibilisation, l'AFF a également appris à la population comment utiliser le bulletin unique. Les détails avec Sass Sylvain sur les images de Sech Andjianabou. C'est à travers cette caravane que les visions pour les 5 prochaines années du candidat Anjradzwil, numéro 3, ont été propagées. L'association AFF, ou Anjfoot Chawani Fapanchsoun, a sillonné les routes des alentours d'Mboïmangarouf pour convaincre les habitants à voter pour le candidat numéro 3 qui a effectué de nombreuses réalisations dans le pays. Selon le chef Luc Ratimazaf, ces infrastructures sont visibles et leurs impacts sont palpables. Il a rajouté que c'est à travers les élections que la population jugera. L'association a donc sensibilisé cette dernière sur l'utilisation du bulletin unique et comment cocher pour le candidat numéro 3. Après Mboïmangarouf, la campagne s'est poursuivie à Alassour et Mboïmangakel. Et les partisans du candidat numéro 3 à la présidentielle dans le premier arrondissement ont également effectué un carnaval aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale. L'événement s'est bien déroulé et les habitants du premier arrondissement se disent convaincus par le candidat Anjradzwil et sont prêts à le soutenir. La population réclame également la tenue de l'élection. Les détails avec Radou Ramanazatouf. Les partisans du candidat Anjradzwil dans le premier arrondissement ont effectué un carnaval dans le cadre de la campagne électorale aujourd'hui. Ce carnaval est passé dans plusieurs quartiers de cet arrondissement. Nombreux sont les citoyens qui se disent convaincus par le candidat numéro 3 et sont prêts à toujours à le soutenir. Ainsi, ils réclament la tenue de l'élection présidentielle le 16 novembre prochain. Le carnaval s'est déroulé dans le calme, même si des groupes de personnes ont essayé de les provoquer, souligne le député élu dans cette circonscription, le Dr Ratafk Dimijaibe Anji Malazamang. Passons à présent dans un tout autre sujet. Le gouvernement japonais, à travers son ambassadeur à Madagascar, a fait don de 3 ambulances à la commune rurale de Touamas afin d'y améliorer les offres de santé, notamment afin de promouvoir les relations entre les 6 CSB2 qui composent cette municipalité, selon les informations. Adona Martina et Nzara Jiantsu nous en disent plus. Le manque de moyens de transport des patients figure parmi les problèmes auxquels sont confrontés les habitants de la commune rurale de Touamas, notamment les femmes qui sont sur le point d'accoucher, selon les informations. Cette municipalité ne dispose pas assez d'ambulances pour transférer les patients et l'on peut dire que c'est l'un des facteurs qui augmente le taux de mortalité maternelle à Touamas, selon toujours les explications. La commune de Touamas dispose de 6 CSP2. Ainsi, il est espéré que ces ambulances permettront d'améliorer les offres de santé dans cette localité, notamment afin de promouvoir les relations entre les 6 CSP2 qui composent cette municipalité. Ces ambulances d'une valeur totale d'environ 76 250 € respectent entièrement les normes et leur contrôle technique a été réalisé au Japon avant leur arrivée à Madagascar. L'ambassade du Japon à Madagascar a également affirmé sa coopération et son soutien au gouvernement malagasy dans la réalisation des travaux de développement.
Le district Manou, région Assinan, a également reçu sa part d'ambulances. Les difficultés auxquelles font face les médecins, mais également la population de cette région seront atténuées grâce à l'acquisition de ces ambulances, selon leurs déclarations. Eux qui ont attendu depuis des années une telle initiative qui soulage leur calvaire pour le transfert des malades à l'hôpital B de Touamas. Ce don est une promesse du président Ajradouel auprès de la population de Manou lorsqu'il était encore au pouvoir. Le sénateur de Madagascar, Dona Manassou, est venu remettre ses équipements à la population de Manou en fin de semaine. Il a été accompagné avec des représentants du ministère de la Santé publique. En éducation, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la société Sparkso. D'une durée de 3 ans, cette convention porte sur la modernisation progressive de l'enseignement en s'adaptant au numérique tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données. Les détails avec Nader Rakoutmav. Le partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique démarrera par la sélection d'une université qui servira de pilote pour le projet en partenariat avec Sparkso, une société spécialisée dans la transformation numérique. Ce projet vise à la numérisation de l'enseignement qui simplifiera l'accès aux cours et aux ressources éducatives en ligne, tout en facilitant les interactions entre étudiants et enseignants grâce à un système de chat intégré. Par la suite, d'autres projets verront le jour pour répondre de manière ciblée aux attentes spécifiques des universités, des instituts et des centres de recherche. Le ministère désignera tout d'abord 3 sites universitaires pilotes, puis nous mettra en rapport afin que nous construisions ensemble et normalisions un socle technique qui permettra par la suite d'implémenter notre technologie. Alors pour ce qui a été convenu, le délai de réalisation est de 3 ans et nous avons incessamment procédé à la mise en œuvre d'une feuille de route en collaboration avec le secrétariat général du ministère à cet effet. Le projet servira également à la sécurisation du parcours universitaire des étudiants et de la documentation afférente, notamment les diplômes et attestations, les relevés de notes, les états de présence et les frais de scolarité, lesquels seront garantis par une technologie éprouvée et inviolable. Cela permettra une traçabilité incontestable de l'ensemble des processus. Le système d'information sera intégralement numérisé, offrant aux étudiants, enseignants et personnels administratifs un accès facile via un simple QR code. Il pourra ainsi se connecter à leur espace personnel respectif pour consulter des informations détaillées, y compris leur identité numérique, leur statut administratif, leur activité en cours et tout ce qui se rapporte à leur parcours universitaire. En tant que société spécialisée dans les services numériques, notre premier objectif sera d'aider le ministère dans la mise en place d'une identité numérique unique pour les étudiants, le corps professoral ainsi que les personnels administratifs. En second lieu, nous allons accompagner le ministère dans la sécurisation des relevés de notes, des diplômes, des attestations, mais aussi de tout document officiel inscrit dans le parcours de l'étudiant. Et en dernier lieu, nous allons aussi apporter notre contribution dans l'implémentation d'une plateforme éducative numérique au bénéfice du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La cérémonie de signature entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la société Sparkso a été précédée d'une séance d'information, d'échange et de démonstration au cours de laquelle les représentants de cette société ont partagé leur expertise avec le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Page faits divers pour continuer. Les 2 personnes suspectées d'avoir énucléé les femmes dans la commune d'Eded, dans le district d'Apani, samedi dernier, ont été arrêtées. Le député Marco Tsaradi, élu à Ampani, appelle à une enquête approfondie et interpelle l'État pour démanteler le réseau des auteurs de ces actes. Il a également souligné qu'une seule femme en a été victime ce samedi et que sa vie est toujours en danger. Néanmoins, elle reçoit les soins nécessaires à son état, selon toujours les explications.
Dans un tout autre sujet, l'élevage des chiens de race Boerboel prend de l'ampleur à Madagascar. Il y aurait plus de 2000 Boerboel dans tout Madagascar selon les estimations d'une association. Le Boerboel est différent des autres chiens. Il est donc également difficile de le reconnaître, notamment dans notre pays où il y a peu d'experts en la matière. Un spécialiste étranger est arrivé à Madagascar le week-end dernier pour identifier ce type de chien Boerboel. Les détails avec Aniana Martina sur les images de Nzar Hadjiansu. Le Boerboel est en ce moment l'une des races de chiens les plus populaires à Madagascar. C'est un chien originaire d'Afrique du Sud. Le Boerboel est le fruit du croisement de deux races de chiens. Il a une personnalité unique par rapport aux autres grands chiens. Selon les estimations des associations malagasy et éleveurs de ce type de chien, il en aurait environ 2000 dans notre pays actuellement. Et il semble que la qualité s'améliore selon les informations. Grâce à des examens effectués par des experts internationaux, il sera possible d'identifier les chiens classés Boerboel selon les informations. C'est la raison de ce grand événement où les fans de ce type de chien se sont retrouvés le week-end dernier. Des tests et identifications de ce type de chien ont également eu lieu à cette occasion. À noter que le Boerboel ne dispose pas encore de documents clairs à son sujet, car il n'a pas encore été reconnu par la Fédération cynologique internationale. Passons à présent aux actualités internationales. Le président américain est attendu en Israël mercredi pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre, a annoncé le secrétaire d'État Antony Blinken. Le déplacement d'un président américain, surtout quand il n'était pas prévu, est toujours un geste fort, explique le correspondant de France 24 à Washington. La Maison-Blanche avait déjà commis plusieurs indiscrétions en annonçant un déplacement de Joe Biden cette semaine. Mais c'est désormais confirmé, le président des États-Unis se rendra bien en Israël ce mercredi pour rencontrer Benjamin Netanyahou. Le déplacement d'un président américain, surtout quand il n'était pas planifié, est toujours un geste fort. Le Premier ministre israélien qui reçoit quotidiennement les messages de soutien de Washington depuis ce 7 octobre n'a réellement pas besoin de ce témoignage supplémentaire, mais il sera en revanche question entre les deux hommes de discuter du déroulement des opérations à venir et surtout de leur impact sur l'équilibre régional. Car c'est bien cela qui inquiète la Maison-Blanche. Antony Blinken, qui achève à peine un véritable marathon parmi les leaders arabes de la région, travaille déjà à obtenir quelques garanties de ses interlocuteurs arabes, comme du gouvernement israélien d'abord, que tout soit mis en œuvre pour que le conflit ne se propage pas aux pays voisins. L'armée israélienne, qui depuis plus d'une semaine maintenant prépare son opération terrestre à Gaza, devra donc probablement attendre au moins le départ de Joe Biden pour passer à l'offensive. Ensuite, l'auteur de l'attaque qui a fait 2 morts lundi soir à Bruxelles est décédé après avoir été atteint par des tirs de la police lors de son arrestation mardi matin. Reportage sur les images de France 24. Eh bien écoutez, le suspect a été arrêté dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, dans le nord de la capitale belge. C'est d'ailleurs dans cette commune qu'il résidait. Son appartement a été perquisitionné cette nuit et cette interpellation met fin à une véritable chasse à l'homme qui s'était engagée à Bruxelles depuis hier soir aux alentours de 19h15 lorsque cette fusillade a éclaté dans le nord du quartier historique de Bruxelles. Alors d'après le porte-parole du parquet fédéral, la police a ouvert le feu lors de cette interpellation. La ministre de l'Intérieur précise que l'arme automatique trouvée sur l'individu correspond à l'arme qui a servi pour cette fusillade. 2 autres individus seraient actuellement activement recherchés. Alors d'après les autorités belges, le suspect est un homme de 45 ans d'origine tunisienne qui résidait en Belgique de manière illégale. Il avait été condamné en Tunisie pour des infractions de droit commun, mais il n'était pas signalé comme présentant un risque terroriste. L'attaque, vous l'avez dit, ciblait des supporters de football suédois. Elle s'est produite juste avant un match Belgique-Suède, match qui a dû être suspendu avant que les derniers supporters soient évacués du stade aux alentours de 4 heures ce matin. Et pour clôturer cette édition, l'Union européenne va ouvrir un couloir aérien humanitaire via l'Égypte
pour venir en aide à la population de Gaza, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les 2 premiers vols doivent partir cette semaine. Ils vont transporter notamment des médicaments et des kits d'hygiène. Reportage sur les images de France 24. Face à l'urgence humanitaire à Gaza, l'Union européenne annonce tripler son aide à la population et surtout ouvrir un couloir humanitaire aérien pour l'acheminer, une première depuis le début de la guerre. En ce moment même, les Palestiniens de Gaza ont besoin d'une aide humanitaire. Ils ne peuvent pas payer le prix de la barbarie du Hamas. Nous lançons un pont aérien humanitaire de l'Union européenne vers Gaza via l'Égypte. Les 2 premiers vols décolleront cette semaine. Un pont aérien, mais toujours pas de liaison directe avec Gaza. Les avions atterriront sur le sol égyptien à l'aéroport d'El Arish. L'aide humanitaire sera ensuite acheminée par la route pour rejoindre les autres cargaisons qui s'empilent dans la région, faute de pouvoir passer par le poste frontière de Rafah, actuellement fermé. Quelques heures avant l'annonce d'Ursula von der Leyen, la chef de la diplomatie française en déplacement dans la région soulignait dans un discours à Beyrouth la nécessité d'agir pour les civils. Les populations civiles ne sont pas responsables de la situation. Il faut se garder de confondre le Hamas avec l'ensemble de la population palestinienne. Et j'ajoute que j'ai évoqué cette nécessité avec tous mes interlocuteurs en Israël comme en Égypte. Autre motif du déplacement de la ministre française, éviter un embrasement dans la région. Une volonté affichée aussi par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il ne s'agit pas de provoquer qui que ce soit, mais d'envoyer un message très clair de dissuasion selon lequel personne ne devrait faire quoi que ce soit qui élargirait le conflit de quelque manière que ce soit ou qui poursuivrait l'agression contre Israël. Pour faire passer le message, Anthony Blinken s'est livré un véritable marathon, avec pas moins de 6 pays arabes visités en l'espace de quelques jours, avant de retourner à Tel Aviv pour s'entretenir avec Benyamin Netanyahou. Un ballet diplomatique international qui va se prolonger. Le chancelier allemand est attendu dans les prochaines heures en Israël et en Égypte, tout comme le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. De quoi repousser peut-être encore l'offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.